20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Affaire Yavuz Selim, les parents d'élèves s'engagent dans le bras de fer. En Assemblée générale à Saint-Louis, ils décident de s'opposer à la décision concernant le transfert de la gestion du groupe scolaire à la Fondation Marif. Une démarche que le ministre de l'Éducation nationale désapprouve. Serine Baicham conseille à ces derniers de ne pas s'immiscer dans des questions diplomatiques. Déclaration faite en marge de la commémoration de la journée mondiale dédiée à l'enseignant et célébrée ce mardi. Attaque à Choyen, l'insécurité qui sévit dans la commune a causé la mort de 2 personnes et fait un blessé grave. Les populations révoltées réclament la sécurisation de la zone. Brouille entre Israël et le Sénégal. Cher Sadi Boufal, ancien ambassadeur, estime que le Sénégal ne doit pas négocier sa souveraineté. L'ancien ministre salue l'initiative de l'État d'assumer la signature de la résolution 2334 des Nations Unies condamnant la colonisation israélienne. Le rapport IPRES 2014 restitué, plus de 300 000 Sénégalais couverts avec un taux de 44%. Un rapport qui permet désormais à l'État du Sénégal d'avoir des données fiables dans le domaine de l'assurance maladie. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Après la marche de Dakar pour s'opposer au transfert de la gestion des écoles Yavuz Selim à la Fondation Marif, les parents d'élèves de Saint-Louis s'engagent dans le combat. Ces derniers, qui étaient en Assemblée générale ce week-end, ont décidé de faire face à la décision pour éviter que la gestion de ces établissements ne soit transférée. Nous écoutons Mohamedou Diallo. Il est le porte-parole de l'association des parents d'élèves du groupe Yavuz Selim à Saint-Louis. Ses propos sont recueillis par nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. Vous comprenez donc la réaction légitime des parents d'élèves face à la décision de l'État du Sénégal de confier la gestion et la tutelle de cet établissement à la Fondation Marif. La situation est d'autant plus incompréhensible que les cours ont commencé depuis plusieurs mois déjà. Et surtout, que Yavuz Selim est devenu au fil du temps le meilleur établissement privé du Sénégal selon les résultats du concours général 2016. Pour toutes ces raisons, l'APE Yavuz Selim dénonce avec la dernière énergie la situation actuelle imposée aux élèves et au personnel de l'établissement et exige la sauvegarde de leurs intérêts au regard de toutes les conventions ratifiées par le Sénégal sur le droit de l'enfant à l'éducation. Pour cela, nous invitons l'ensemble des leaders d'opinion, la société civile et les acteurs de l'éducation à soutenir les efforts de l'APE pour une école démocratique. Et nous restons avec la situation tendue au niveau du groupe scolaire Yavuz Selim, cette fois-ci pour parler du ministre de l'Éducation nationale qui demande aux parents d'élèves de ne pas s'immiscer dans des questions dites diplomatiques. Pour Serine Baicham, l'État du Sénégal va prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la qualité tant réputée du groupe scolaire Yavuz Selim. Le ministre de l'Éducation nationale s'exprimait à la cérémonie dédiée à la journée mondiale de l'enseignant. Nous l'écoutons. Sur 450 personnes qui travaillent à Yavuz Selim, les 389 sont des Sénégalais, personnel enseignant, administratif de service. Seuls 61 sont des Turcs. Mais si on a des appréhensions pour dire que la qualité de l'enseignement va baisser, ça veut dire qu'on fait la présomption que ceux qui amènent la qualité, ce ne sont pas les Sénégalais qui y travaillent, mais selon les 61 Turcs qui ne représentent pas un nombre important. Dans les discussions, nous avons tenu à ce qu'un certain nombre de garanties soient préservées. Premièrement, que le personnel sénégalais qui travaille, que leur emploi soit garanti et qu'ils puissent être employés, continuer à être employés. Deuxièmement, que la qualité de l'enseignement soit maintenue à son niveau, sinon améliorée. Et les discussions préliminaires que nous avons eues avec la Fondation Marif, c'est d'améliorer la qualité des enseignements par rapport au niveau actuel. Maintenant, je demande aux parents d'élèves et aux élèves de se concentrer sur l'éducation des enfants et de laisser les affaires diplomatiques de souveraineté entre les mains de leur État. Ils doivent faire confiance au chef de l'État
ils doivent faire confiance au gouvernement pour préserver les intérêts du Sénégal dans les négociations. Et Serine Baïtiam, que vous venez de voir sur ces images, s'exprimer à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant, le jour des honneurs pour les plus méritants. 35 enseignants en activité ou à la retraite ont été distingués. À cet effet, le ministre de l'Éducation nationale indique par ailleurs qu'un projet de décret pour le prix du meilleur enseignant est en cours d'étude. Et pour la célébration de cette journée, retenez que l'inspectrice Khadijatou Diallo et le professeur Bouba Diop étaient respectivement parrains et marraines de cette édition. Aminata Mbaresso et Modou Diop pour le compte rendu. Tout à fait mérité. Voilà. Des années parcourues, beaucoup d'expérience, des mois de sacrifice pour le système éducatif sénégalais. À présent, le moment des distinctions. 35 enseignants gradés chevaliers de l'ordre du mérite par le ministre de l'Éducation nationale. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre national du Lion. Je n'ai fait que recueillir le fruit d'un arbre dont la graine et la plante ont été entretenues par mes prédécesseurs, notamment Feu Maguette Camara, Souleymane Gueye, Bara Ndiaye, etc., etc. J'ai fait des tourner au fin fond de la Beauce, là où vous ne pensez trouver aucun fonctionnaire, vous allez trouver un enseignant qui travaille dans des conditions extrêmement pénibles. La journée mondiale de l'enseignant, désormais instaurée dans le calendrier républicain, une politique pour motiver le corps enseignant. Pour rien au monde, je ne voudrais être autre chose qu'enseignante. Et je voudrais le meilleur pour l'enseignant. Je veux qu'on améliore les conditions des enseignants. La célébration de cette journée-là va dans le sens d'encourager davantage les enseignants pour que le public ne puisse pas se décourager par rapport à certaines dérives peut-être qu'on rencontre dans le système. Mais je pense que le système public est encore un bon système. Dans cet élan de revalorisation de la fonction enseignante, un projet de décret instaurant le prix du meilleur enseignant est en étude. Un projet de décret instituant le grand prix du chef de l'État pour l'enseignant est en préparation. Par ce prix, le Sénégal entend donner un exemple des enseignants exceptionnels pour leur engagement à la cause de l'école. Inspecteurs d'académie, inspecteurs de l'éducation et de la formation, enseignants en activité ou à la retraite, ils sont tous honorés, des exemples pour la jeune génération. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Allez, de l'éducation, nous passons à la diplomatie à présent. Le Sénégal ne doit pas négocier sa souveraineté. C'est l'avis de l'ancien ambassadeur et ancien ministre, Cheikh Sadibou Fall, estime qu'il faut éviter une diplomatie à double vitesse. Il salue par ailleurs l'initiative du Sénégal de porter avec d'autres pays la résolution 2334 des Nations Unies condamnant la colonisation israélienne. Reportage Al-Hassan Ba. L'ancien ambassadeur tient d'abord à préciser le Sénégal doit rester constant dans sa diplomatie. L'exemple aujourd'hui de Yavuz Selim, cette école qui, sous la pression du gouvernement turc, n'est-ce pas, a été retirée des mains des gestionnaires qui traditionnellement étaient là, je pense que c'est ce qui a inspiré le gouvernement israélien. Parce qu'il faut éviter la diplomatie comment dirais-je encore, du chantage, n'est-ce pas? Ce qu'on peut accepter quelque chose de celui-là et le refuser à l'autre, à d'autres, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui peut-être le gouvernement israélien a cette attitude en disant au Sénégal, si on va vous sanctionner parce que vous avez voté contre nos intérêts politiques et nos intérêts diplomatiques. Mais le Sénégal est un pays souverain. Et le Sénégal ne doit pas négocier sa souveraineté, rester fort, même s'il faut renoncer à la coopération. Mais la coopération économique, c'est vrai que nous avons intérêt à coopérer avec les Israéliens, car dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine de l'agriculture, ils sont très performants, dans le domaine scientifique aussi, ils sont performants. Mais est-ce que nous devons accepter ce chantage-là qui consiste à dire, écoutez, soit vous vous mettez sur nos positions, ou bien on vous sanctionne ou on ne coopère plus avec eux. Je crois que notre dignité nous commande de dire que nous ne négocions pas notre souveraineté et que même s'il faut renoncer à ces projets-là, il faut y renoncer. Israël se positionne en maître chanteur face au Sénégal après l'adoption de la résolution 2334 par les Nations Unies. L'ancien ministre de l'Intérieur salue la décision du Sénégal de porter cette résolution. Vous savez, le droit international est fondé sur le principe pour chaque État, en respectant sa souveraineté, de décider
selon ses propres intérêts, selon sa propre philosophie et selon sa propre ligne diplomatique. Donc dans ce sens-là, nous ne pouvons que saluer la décision qui a été prise par le Sénégal avec d'autres États de porter cette résolution. Notre pays a les moyens de se développer de manière endogène. Cheikh Sadibou Fall est d'avis que le Sénégal, pays souverain, doit refuser toute négociation de sa souveraineté, avoir une diplomatie pour tout le monde. Je vous en parlais en titre, cette attaque à Choyen, commune de Sakar, hier vers 1h du matin, qui a causé la mort de 2 personnes et fait un blessé grave. Sur place, les populations désemparées réclament beaucoup plus de sécurité dans la zone. Bakary Conte et Salassam pour la correspondance. 2 individus armés ont fait irruption dans le village de Choyen, situé à une 50aine de kilomètres de la commune de Sédhiou, vers 1h du matin. Bilan, 2 morts et un commerçant grièvement blessé. Les assaillants étaient informés d'un financement reçu par Morgueil pour l'achat d'arachides. On l'a tiré 3 fois sans succès. Ils ont coupé le gris-gris, puis ils l'ont blessé avec un coupe-coupe au cou. Je voulais sortir, mais quelqu'un m'a retenu. Ils ont tiré sur l'autre maison. Il y a eu 2 morts. Babou Ngep, 55 ans, Rohi Touré, 31 ans, ont trouvé la mort. Une femme a allumé une lampe torche, on l'a tirée sur elle. Elle est morte du coup. Babou Ngep voulait venir aider Morgueil. Il a aussi reçu une balle au cou. Les populations réclament un cantonnement militaire. Tu travailles pour ta famille, un bon jour, des bandits viennent te tuer et prendre tous tes biens. C'est difficile. Nous voulons un camp militaire sur l'axe du Pakao. D'ici Djanamlarit, il n'y a pas de camp militaire. La route doit être faite aussi. Les attaques et braquages sont devenus monnaie courante dans cette partie du département de Sédhiou, située dans le Pakao. Les populations attendent avec impatience une brigade de gendarmerie et un cantonnement militaire. Parlons à présent de la colère du Front unitaire des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration. Ses membres déplorent le fait que des doyens du secteur signent des accords à leur insu. Par ailleurs, Mokhtar Sy, porte-parole du Front, martèle qu'il est temps qu'on généralise l'âge de la retraite à 60 ans. Il soutient qu'il y a 2 poids, 2 mesures en pleine conférence de presse. Il a même osé déchirer le protocole signé par certaines centrales syndicales de l'hôtellerie et par le patronat rendu Chertidiane Dione. Mokhtar Ly exhibe le protocole du 2 novembre 2015 et le déchire. Le coordonnateur du Front unitaire de l'hôtellerie et de la restauration soutient qu'il y a falsification et faux usage de faux écriture privée dans ce dossier. Pour nous, ce protocole d'accord est nul et de nul effet. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le président de la République ait eu la volonté de généraliser l'âge de la retraite à 60 ans et que des patrons veuillent remettre ça en cause. Le président de la République a demandé la généralisation de l'âge de la retraite à 60 ans. Il l'a obtenu par la modification des statuts de l'IPRES et l'arrêté du ministre, l'arrêté qui approuve la modification de ces statuts-là. Le même collectif exige la généralisation de l'âge de la retraite à 60 ans. Mokhtar Ly soutient qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans certains établissements hôteliers du pays. Ce protocole d'accord risque de tout remettre en cause. Mais jusqu'à aujourd'hui, les travailleurs partent à la retraite dans l'hôtellerie à 60 ans. Oui, sauf au niveau de King Fahd Palace, là où il y a des contentieux, parce que là-bas, la direction arrête les travailleurs dès qu'ils ont 56 ans. Et pourtant, en avril et décembre 2015, le président de la République s'était prononcé sur l'âge de la retraite de tous les travailleurs à 60 ans, chose qui tarde à se matérialiser. Les acteurs du secteur veulent le retrait du protocole et l'annulation de ses effets.
Focus sur la crise gambienne avec les populations de la commune de Kataba, une commune ayant une frontière avec la Gambie, s'inquiètent de la situation politique qui prévaut dans ce pays. Les conseillers municipaux et les maires de ces communes ont profité d'une rencontre à Djouloulou, une rencontre qui a vu la présence du sous-préfet de Kataba pour exprimer leurs craintes tout en souhaitant qu'il n'y ait pas d'embrasement dans ce pays. Boubacar Diassi. Les populations des 4 communes de l'arrondissement de Kataba 1, frontaliers à la Gambie, préoccupés par la situation politique qui prévaut dans ce pays. Le maire de l'une de ces communes, à savoir celle de Djignaki, s'exprime en leur nom. On est en Casamance, nous connaissons mieux ce que c'est que la guerre. Je parle en tant que responsable d'une partie de la Casamance, donc d'un territoire qui est frontalier à la Gambie. Ce que nous souhaitons, c'est la paix et que nous ne souhaitons pas un embrasement. Puisque vous connaissez très bien, demain s'il y a un embrasement, vous allez voir qu'il y a un afflux disons, de réfugiés qui vont venir ici en Casamance. Donc personne ne doit souhaiter que demain en Gambie, qu'il puisse y avoir disons, des problèmes. Également secrétaire d'État au gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne, Moustapha Lo Diatta annonce la réhabilitation des infrastructures qui tiennent à cœur les populations de la région de Ziguinchor. Les ponts de Djouloulou et de Païla vont être en tout cas construits. Le deuxième pont, Émile Badian de Ziguinchor, sera Inch'Allah construit. La boucle des Kalounaï en 2017 sera le début de l'exécution de cet important ouvrage, sans compter la réhabilitation de la route entre Ziguinchor et Sénoba. Moustapha Lo Diatta fait ses annonces en marge de la finale de football portant son nom et qui s'est jouée à Djouloulou. Remous au sein des enseignants de l'APR de Louga, une frange du réseau s'est levée pour dénoncer ce qu'elle considère comme étant un mauvais fonctionnement de la structure où toutes les décisions seraient prises par une seule personne, en l'occurrence le coordinateur qui, selon ces derniers, préfère travailler en solo. Une situation que ces apéristes ne peuvent plus accepter. Ils ont tenu une assemblée générale au sortir de laquelle ils ont décidé tout simplement de ne plus travailler avec lui. Nous écoutons Abdou Salam Fall, le porte-parole de ce réseau. Nous interpellons le président de la République au premier chef, le coordonnateur national du réseau des enseignants APRIS, le ministre Youssou Touré, mais aussi le coordonnateur départemental de l'APR à Louga, le ministre maire Moustapha Diop, qui justement doit prendre son courage à deux mains pour régler définitivement le problème qui sévit dans le réseau des enseignants APR. Il est aujourd'hui pour nous inopportun, insensé, vraiment de travailler avec un coordonnateur dénommé Lahbous Diahdé qui préfère travailler en solo de manière opaque en faisant fi de toutes les manières de bonne gestion. C'est ce que nous lui reprochons. Et en ce moment où nous venons de sortir d'une assemblée générale, en tout cas nous avons décidé que Lahbous est actuellement déclaré persona non grata au niveau du réseau des enseignants. L'atelier de restitution du rapport de l'enquête nationale sur les institutions de prévoyance maladie s'est tenu ce mardi à Dakar. Selon ce rapport, 302 000 personnes sont couvertes, soit un pourcentage de 44%. En 2014, l'État, à travers ce rapport, dispose désormais d'un état des lieux complet dans le domaine de l'assurance maladie. Compte rendu de cet atelier de restitution avec Ibou Diouf. Après 3 années de mise en œuvre du projet visant à étendre la protection sociale à toutes les couches de la population, l'évaluation des différentes composantes de la couverture de la maladie universelle s'imposait. D'importants résultats ont été enregistrés en 2014 avec la publication de ce rapport. 117 IPM, polarisant 1766 entreprises, 302 915 personnes couvertes. 107 568 participants couverts, 52 283 conjoints pris en charge, 52 377 enfants de moins de 5 ans pris en charge, 90 687 enfants de 5 à 21 ans couverts. Et pour les dépenses, 16 128 755 870 francs encaissés. Ce projet est lancé en septembre 2013. Il repose sur 4 piliers:
parmi lesquels la réforme de l'assurance maladie obligatoire. Rendre effective au sein de chacune des entreprises qui a plus de 300 travailleurs l'existence d'une IPM, et pour les entreprises qui ont moins de 300 IPM, l'existence d'inter-IPM qui puisse permettre de rationaliser le secteur. Dans le cadre de cette extension, un programme visant à garantir l'accès pour tous aux soins essentiels est annoncé. Le ministère en charge du travail a décidé d'en transférer la gestion à l'Agence de la couverture maladie universelle. Nous allons donc essayer d'enrôler les travailleurs qui sont dans ces unités professionnelles du secteur informel dans des mutuelles de santé pour que les maçons, les coiffeuses, les tailleurs et autres disposent aussi d'une couverture du risque maladie. Cette enquête nationale sur les institutions de prévoyance maladie est pilotée par le ministère chargé du Travail en collaboration de l'Agence de la couverture maladie universelle et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Bonne nouvelle en économie cette fois-ci avec le Sénégal. Notre pays serait sur la bonne voie en matière de croissance économique. Déclaration de Serigne Moustapha Sène, directeur de la prévision et des études économiques. La DPE a réuni ce matin la douane, la DGID pour échanger sur les possibilités de mobiliser plus de ressources. Objectif, permettre à l'État de réussir sa politique infrastructurelle et surtout d'aider les familles vulnérables. À ce propos, écoutons Serigne Moustapha Sène, il est au micro de Mamadou Fall et Thierno Laurent Mendy. Comme nous le savons, le Sénégal est sur un bon train en matière de croissance, en matière de stabilité du cadre macroéconomique. Cela a d'importantes implications puisque vous devez investir davantage à l'effet de stimuler en tout cas l'investissement. Vous devez soutenir les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables. Sinon, certains peuvent toujours remettre en cause de leur établi et ça peut en tout cas faire gripper la machine. C'est pourquoi il est extrêmement important en tout cas de mobiliser davantage de ressources. Certes, nous avons amélioré la qualité de notre signature au niveau international, ce qui fait que nous avons plus facilement accès au marché financier et aussi au marché sous-régional, le marché donc de l'UEMOA. Donc nous pouvons mobiliser des ressources extérieures, je veux dire autant que nous voulons, mais en tout cas, il est aussi bon de mobiliser aussi donc davantage de ressources intérieures, puisque ça peut aussi, en tout cas, améliorer la qualité de votre signature. Si vous êtes capable de mobiliser davantage de ressources en interne, ça va aussi constituer d'excellents signaux en direction des marchés financiers et en direction des prêteurs. Donc, nous avons convié nos collègues de la douane et des impôts donc, pour faire des présentations sur tout ce qui est en train d'être déroulé, ce qui sera dans un avenir proche, donc de manière à mobiliser davantage de ressources. Donc, cela permet, donc, comme je le disais tantôt, à l'État d'investir davantage dans les infrastructures pour éviter la congestion dans les infrastructures publiques justement. Cela permet à l'État de soutenir la compétitivité de l'économie et cela permet aussi à l'État donc de satisfaire la demande sociale. La page culture de cette édition prévue du 27 au 31 décembre à Kolda, la 9e édition du FESNAC a démarré ses compétitions ce mardi matin. La cérémonie officielle est prévue demain, mercredi. Ce sera en présence du ministre de la Culture et de la Communication. Sur le plan de l'organisation, toutes les dispositions nécessaires sont prises selon Abdoulaye Lamine Baldé. Il est le directeur du Centre culturel régional de Kolda. Nous l'écoutons au micro de Abdoulaye Diallo. C'est dire que Kolda est fin prête. Déjà, les 14 régions sont arrivées et elles ont été toutes bien installées dans les différents sites d'hébergement. Et grâce à un dispositif qu'on a mis en place en amont, consistant à mettre des points focaux, aussi bien pour l'hébergement que pour l'accueil. Nous avons 15 sites d'hébergement, 14 pour les délégations régionales artistiques et un qui sert de quartier général au comité régional d'organisation. Oui, les réservations ont été faites dans les différents réceptifs hôteliers. Sur le plan sécuritaire, le commissaire de police urbaine de Kolda a déjà pris les dispositifs nécessaires, aussi bien dans les différents sites d'hébergement, dans les réceptifs hôteliers, mais aussi dans les différents sites de spectacle qui vont abriter les compétitions, à savoir le terrain Réveil, le centre culturel régional de Kolda et le CEDEPS de Kolda. Les compétitions démarrent cet après-midi à partir de 19h, aussi bien en danse, en musique et en théâtre. Et demain, la cérémonie officielle d'ouverture est calée à 17h au stade régional de Kolda. Elles vont redémarrer encore le
jeudi et le vendredi. Et enfin, le 31 décembre 2013, ce sera la cérémonie de clôture officielle au terrain réveil de Sikuro. L'actualité sportive, c'est avec les arts martiaux. Mamadou Ali Ndiaye déclare sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de karaté. L'ancien champion du monde sénégalais pense qu'il est temps pour lui de prendre les choses en main. La discipline, selon ses dires, se porte au plus mal. Il s'est confié à nos reporters Chartidiane Diao et Younous Diata. Nous l'écoutons. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, le karaté sénégalais va mal. C'est dommage que le karaté sénégalais ne puisse même plus participer dans d'autres disciplines telles que les champions d'Afrique, les champions du monde. Ça fait 2 fois qu'on n'arrive même plus à participer aux champions du monde et je pense que le Sénégal n'a jamais été connu comme ça. Et aujourd'hui, le Sénégal, cette fédération-là a besoin d'être réorganisée et unifier aussi les karatékas, que ce soit les anciens qui sont là, qui aujourd'hui vont croiser les bras parce que le fonctionnement du karaté ne leur plaît pas du tout. Suffisant pour que l'ancien champion du monde mette les pieds dans le plat. Mamadou Ali Ndiaye veut la présidence de la fédération de la toute nouvelle discipline olympique. Ça fait très longtemps on pose la question, mais pourquoi vous ne prenez pas le karaté? C'était pas le moment. Maintenant, c'est clair dans ma tête. Ce qui est sûr et certain, d'ici avant fin 2007, je résiderai maintenant permanemment au Sénégal. Et pour pouvoir, si jamais on me le confie, c'est les karatékas qui vont décider. Mais pour l'instant, ça m'intéresse. Gérer cette fédération et pour vous dire raison pour laquelle j'ai fait ma déclaration officiellement pour que tout le monde sache que c'est quelque chose qui m'intéresse et je suis venu pour pouvoir aider tous les karatékas qui sont là à aller de l'avant. Les prochains Jeux olympiques ont objectif pour lui. Ce n'est pas quelque chose qu'on va préparer sur 1 année ou 2. C'est dans 4 ans. Donc c'est dès maintenant qu'il faut commencer à se préparer. Les prochaines 4 ans à venir, là on peut se dire qu'on peut avoir une chance d'avoir un karatéka ou 2 karatékas qui vont participer aux Jeux olympiques et qui sera très important pour le Sénégal. La prochaine Assemblée générale promet d'être disputée, espérons pour le bien du karaté sénégalais. Fin de cette édition, ravi de vous l'avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. Ce sera l'affaire de Chartidiane Diao. Mais l'info continue sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonne soirée.